Bonjour aux nouveaux arrivants. Et puis donc on est à la table numéro 2. L'objectif donc c'est de parler d'outils. Donc on utilisera bien sûr, on restera dans la thématique de l'IA. Mais l'idée c'est de faire un petit focus sur les outils. Et donc avant de démarrer, de rentrer dans le vif du sujet, donc est-ce que vous voulez faire un petit tour de table? Bonjour à tous, Valentin Bernier, donc responsable commercial France chez SEMrush, avec une spécialisation côté agence, parce qu'avant de rejoindre SEMrush, du coup j'étais côté agence pendant 5 ans. Bonjour à tous, Julien Clorec, j'ai pas mal de casquettes, je suis professeur des universités en marketing à l'IE Lyon, je suis aussi vice-président en charge de la stratégie numérique et de l'intelligence artificielle pour Lyon 3, donc c'est environ 3000 personnes que ça concerne. Je gère une équipe de recherche sur l'IA d'une quinzaine de chercheurs, j'ai monté ma chaire de recherche sur l'IA, et sur la dernière période de 5 ans, je fais partie du top 2 des chercheurs mondiaux en IA, et meilleur chercheur mondial sur la personnalisation, notamment les algorithmes et tout ça en marketing. Je connaissais pas son CV. Alors moi, c'est Romain. Je suis product manager de la solution Edge SEO chez Fastorize. Voilà. Et franchement, c'est cool d'être à côté de lui. Donc l'objectif d'aujourd'hui, donc comme je disais, c'est de parler un peu des outils. Et donc ça tombe bien que Julien soit là. Donc une première question pour toi, Julien. J'aimerais savoir un peu dans ce milieu où on entend beaucoup parler des outils qui sortent un peu tous les jours. On entend dire des outils qui sont très performants, très évolués, et puis la réalité, quand on essaye de regarder un peu, de creuser le sujet, on voit que la plupart du temps, en tout cas en grande partie, c'est pas forcément, en tout cas pas toujours le cas. Aujourd'hui, selon toi, où est-ce qu'on en est un peu dans ces outils? Est-ce que tu as pu faire des tests justement sur cette partie-là et puis nous en dire un peu plus? C'est vrai que moi, je suis enseignant, j'enseigne beaucoup en master en digital, et moi, mon enjeu, c'est pas de former les étudiants aux outils parce que d'un mois à l'autre, ça va changer. C'est pour ça on appelle beaucoup des professionnels pour intervenir sur les aspects outils, mais si on parle de SEO, etc., mon enjeu, c'est plutôt de les former à des méthodes, à des process, et on se rend compte que bon, l'IA générative, en fait, c'est pas nouveau, ça date depuis extrêmement longtemps, on n'a pas attendu fin 2022. Et donc cette histoire maintenant actuellement de workflow, etc., d'orchestration, c'est quelque chose qui était très présent dans mes enseignements depuis quelques années. C'est finalement en tant que manager, oui certes on doit se former à la tech, on doit aussi se former à agencement de technologie, à orchestration, que en fait finalement toutes ces méthodes-là ont une architecture qui est assez commune, hein. Si on parle d'IA générative, ils ont tous des modèles transformers derrière. Le modèle Transformer, ça date de 2017. C'est vraiment quelque chose qui est assez long. Les MDings, pareil, c'est Google 2013. Donc ça fait déjà plus de 12 ans. Donc moi, je suis plutôt dans cette perspective-là en tant qu'enseignant, avec cet aspect théorique, comment est-ce qu'on forme la compréhension théorique de comment marchent ces outils-là, qui ensuite sont opérationnalisés dans des outils beaucoup plus précis. Et ensuite, évidemment, cette adéquation avec des professionnels qui viennent apporter l'aspect extrêmement opérationnel sur, sur le terrain. Bah, du coup, toujours dans ce cadre un peu scolaire, on va dire, donc on est formé, on apprend. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des métiers aujourd'hui qui existent et qui n'existeraient pas à court terme peut-être avec cette évolution? Est-ce qu'il y a des métiers qui sont revus? Est-ce que l'humain a toujours sa place dans ce milieu-là? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce que tu as à nous dire? Alors quand on parle de métier, on parle de vrais métiers, hein, pas de prompt engineering, on est d'accord? Oui, oui, oui. Ah ouais. Complètement. Voilà. Sur LinkedIn, on en voit passer, mais oui, c'est. Oui, autant rédacteur promptographe, j'ai vu ça aussi comme traduction, c'était assez exceptionnel. Sur les métiers, oui, forcément, les nouvelles technologies avancent très vite. Donc on ne forme pas à des métiers, on est maintenant sur une approche par compétences. On est plutôt sur de l'apprendre à apprendre. On n'est plus dans cette tour d'ivoire qu'est l'université complètement déconnectée du réel et qui apprend des connaissances vraiment trop théoriques. Non, l'enjeu, c'est cette idée d'apprendre à apprendre. Et en fait, bon, je suis professeur de marketing. Je dis à mes étudiants en marketing, si vous ne vous formez pas à avoir une double compétence un peu technique, vous allez vous faire bouffer par la gauche, niveau créativité, contenu, etc., par les IA génératives, et par la droite, par des ingés un peu bas de gamme.
bon, je me permets de le dire librement parce que je suis ingénieur de formation, donc il y a des ingénieurs bas de gamme, qui vont faire de la data science à appliquer au marketing, et puis voilà. Donc il faut vraiment être sur cette ligne de crête, d'abord par une acculturation. L'idée, c'est que tous les marketeurs ne vont pas être des développeurs, mais que finalement, même si on veut automatiser des choses avec des approches visuelles, avec du N8N, on peut pas tout faire ce qu'on veut, et puis sur certains modules, va falloir y aller avec du Python, etc. Donc l'acculturation à l'aspect technique et cette double compétence me semble vraiment nécessaire pour les prochains managers dans le domaine du marketing. Très clair, je te remercie. Et puis je vais te repasser le micro avec une dernière question sur cette partie contenu notamment. Donc tu nous avais partagé un petit exemple, une étude. Donc, j'aimerais bien que tu nous en parles un peu plus. Alors si tu peux passer à la slide suivante. Je te remercie. Donc là, je vous ai sorti une étude pareil d'universitaire. On essaie de trouver ce qui marche un peu dans le temps, etc. Donc là, c'est une étude de collègues de l'Université de Vienne en Autriche qui a été sortie en 2022, le working paper en 2021 et qui utilise GPT-2 en 2019. Donc vous voyez que vraiment, on n'a pas attendu ChatGPT pour essayer de comprendre comment automatiser ou semi-automatiser du SEO. Et donc dans ce workflow-là qui était théorisé, ils ont testé différentes étapes et c'est le workflow qui fonctionne le mieux. Vous avez toujours en entrée un humain qui va connaître ses mots-clés par rapport à la catégorie de produit, par rapport à son secteur, etc. Et ensuite, l'enjeu, c'est quoi? C'est d'automatiser cette tâche de rédaction de contenu pour optimiser les rankings. Donc vous allez avoir un humain qui met ses mots-clés, ensuite ça rentre dans la machine va aller faire des recherches, Google, Bing, etc., pour regarder les URL qui scorent très fort sur ces mots-clés-là. Ensuite, partie scrapping, vous avez l'algorithme qui va récupérer tout le code HTML de ces pages-là, qui score très fort sur les mots-clés. Et ensuite, on vient fine-tuner un grand modèle de langue. Ici, c'était GPT-2 à l'époque. Ce workflow est réadaptable pour des technos plus récentes. C'est quoi le fine-tuning? Le fine-tuning, c'est en gros l'étape qui va au-delà du prompt. Le prompt, vous allez écrire en langage naturel ce que vous attendez d'un modèle pré-entraîné. C'est ça en fait qui est problématique, c'est qu'on se dit que ChatGPT est formidable, si on fait un prompt, on aura la réponse qu'on veut. En fait, ChatGPT, le P de ChatGPT, c'est pour pré-entraîner. Pré-entraîner, c'est-à-dire que c'est un modèle générique. Et donc, on aura beau le prompter autant qu'on veut, les résultats vont être génériques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut finir l'entraînement. Et c'est ça le fine-tuning. On va lui apporter une base de connaissances, une série d'instructions avec des centaines, des milliers d'exemples, qui vont finir l'entraînement concrètement, c'est-à-dire réagencer les poids du modèle neuronal qui est derrière. Et donc, on aura un modèle qui est spécialisé. Pas seulement qui va prendre en contexte votre prompt, mais qui va être spécialisé pour, ici, rédiger des pages web qui scorent très fort sur vos mots-clés. Et donc, une fois qu'on a un GPT-2 dans ce cas-là ou autre, qui va être fine-tuné, on va pouvoir le prompter, on va lui demander génère-moi une page de blog qui va traiter de cette thématique-là, etc., etc. Et donc, vous aurez ici une machine qui va vous structurer le contenu, HTML, mais aussi en termes de contenu, de qu'est-ce qui est raconté. Et à la fin, vous aurez toujours un humain qui va réviser la page, etc., rajouter des petites modifications. Ils ont continué un peu de tester avec des A/B tests ou des méthodes intra-sujets cette méthode-là. Je ne sais pas si on a les graphes de performance. Donc, vous avez en bas à droite des gens qui débutent en SEO, en bas à gauche qui commencent un peu à tâter en SEO, en haut à droite des gens très forts en SEO. Les barres noires, c'est le nombre de pages du site web qui apparaissent dans la première page de résultats Google. Et en haut à gauche, vous avez la méthode semi-automatisée dont je viens de vous parler. Donc c'est le jour et la nuit. Et là, on peut se dire qu'ils n'ont pas comparé des pages comparables. Je ne sais pas si tu avais gardé la slide en... Non, c'était peut-être en backup, c'est pas grave. En gros, ils avaient pris un site web qui marchait déjà extrêmement bien. Environ 5-6 pages de tout le site internet qui apparaissait en première page des résultats Google. Sur 30 jours, en première période, ils ont fait ce qu'on appelle un diff and diff, un avant-après. Et on se rend compte qu'avec la méthode semi-automatisée, du jour au lendemain, ils ont doublé les performances et au bout de quelques dizaines de jours, ils ont triplé les performances. Donc en fait, c'est une méthode qui, quoi qu'il arrive, est meilleure d'un point de vue comparatif, mais même si on est déjà fort, on arrive à avoir quand même de la progression. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est ce workflow-là, en fait, il est adaptable. On parlait tout à l'heure de TikTok, oui, avec des vidéos. En fait, un LLM, il suffit d'aller sur du Visual Language Model, et ça peut s'adapter aussi avec du texte, des images, de l'audio, des vidéos, etc., etc. Donc c'est ça, cette plasticité du workflow qui est intéressante.
Et du coup, c'est que côté SEO. Tu m'avais aussi Ouais, partagé les côté slides SEO, mais SIA côté SIA, également. pareil, les mêmes auteurs, collègues autrichiens, en 2025, qui nous montrent que en fait, le SIA, pareil, le workflow doit intégrer un LLM qui est fine-tuné. Et donc là, ça se fait vraiment sur des mots-clés, on travaille sur les landing pages. Et si on regarde les performances de ce workflow-là, beaucoup plus d'impressions avec les méthodes. Donc c'est la partie que vous verrez en gras. Et donc la partie Best QS, donc Quality Score PPLM, donc c'est-à-dire un workflow qui utilise une IA qui est fine-tunée et révisée par un humain. Donc c'est vraiment la condition optimale. Vous avez plus d'impressions dans le secteur B2C, dans le secteur B2B, et avec du coup beaucoup plus de clics. Bon, le cost per click est un peu élevé, mais en même temps, ça demande une forme une certaine techno, donc ça s'entend. Et cette idée-là que en fait, l'humain est important dans la boucle, ils l'ont également testé, que ce soit en SEO ou en SEA. Si on regarde les performances en termes de score de qualité, en termes de métriques ici plus concrètes, un LLM pas entraîné a une performance de base, un LLM fine-tuné est meilleur qu'un LLM de base, et un LLM fine-tuné et révisé, dans les deux cas, dans plusieurs contextes, est meilleur qu'un LLM seulement fine-tuné. Donc en fait, quand on dit qu'il faut toujours de l'humain dans la boucle, etc., c'est pas un vœu pieux pour rassurer les collègues, hein. C'est vraiment, empiriquement, il faut toujours de l'humain dans la boucle, en amont et en aval, à minima. Un grand merci. Et puis, donc, du coup, une petite question pour toi, Romain, du coup. Côté FasterES, du coup, je sais qu'il y a aussi beaucoup de tests sur cette partie-là d'automatisation. J'aimerais savoir un peu comment ça se passe de votre côté. Alors déjà, juste pour faire un rapide fast-forward avec finalement toute cette évolution qu'on voit aujourd'hui, hein. Il y a 20 ans, alors il y en a qui n'ont pas connu, mais en gros, on se référençait uniquement sur Google. Et comme ils l'ont dit à la conférence juste avant, il y a les plateformes sociales qui sont arrivées, il y a les marketplaces qui sont arrivés. Aujourd'hui, il y a l'IA qui est arrivée et demain, ça arrive déjà, hein, ce qu'on appelle les agents autonomes. Voilà, des agents qui vont prendre des décisions de manière autonome et faire des choses pour vous, acheter un billet d'avion, enfin ce genre de choses. Et dans ce contexte, en fait, aujourd'hui, les SEO, alors plus globalement, hein, finalement, c'est pas que le SEO, c'est le marketing en général, va falloir repenser sa manière de travailler au quotidien. Parce que, alors je pense qu'il y a pas mal de SEO dans la salle, mais vous le savez peut-être, souvent en SEO, on a des belles roadmaps, on a des belles stratégies, on a envie de faire plein de choses, mais des fois, il y a un goulot d'étranglement au niveau de la tech où on n'arrive pas à déployer. Et aujourd'hui, finalement, tout à l'heure, le monsieur de Gaïa, il disait, au bout d'un moment, j'ai sélectionné une plateforme sociale qui était Instagram, parce que voilà, il y avait des opportunités sur Instagram. Mais en réalité, aujourd'hui, avec les outils qu'on a et finalement la révolution qui est en train de se passer, on peut adresser toutes les plateformes, faire tous les tests qu'on veut, si on a les bons process et les bons outils. Les bons process, comme l'a dit mon collègue juste à côté, c'est notamment l'IA, c'est les workflows et l'humain dans la boucle. Parce que je rajouterais juste une petite chose par rapport à l'humain, à l'aspect humain. Si il y a un problème, la responsabilité, c'est vous, hein, c'est pas le LLM. Donc, restez toujours avec cette approche-là, c'est hyper important. Et après, d'un point de vue automatisation, nous, ce qu'on voit aujourd'hui chez Fastorize, alors juste pour faire un rapide contexte, hein, sinon vous ne comprendrez peut-être pas tout ce que je raconte, nous, on a une solution qui permet aux consultants SEO de déployer leurs recommandations de manière autonome et en temps réel. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tout ce qui est produit par une IA en termes de recommandations de contenu va plus être bloqué dans des backlogs IT. Vous allez pouvoir les déployer automatiquement sur vos sites. Et ça enlève finalement une grosse barrière, hein, pour les SEO, mais pas que, parce que finalement, dans un workflow même SEO, on pourrait dire aussi, c'est aller poster sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, pour envoyer des signaux sociaux qui vont appuyer notre SEO par ailleurs. Et du coup, nous, ce qu'on voit, hein, c'est dans le futur, finalement, un petit peu des organisations, soit aussi bien SEO et marketing, c'est ces bons process-là. C'est de l'IA, des méthodos pour aussi aller déployer. Alors, ça peut être via des API, via des outils, via ce que vous voulez, hein, parce que finalement, il y a plein de moyens de déployer de manière automatique, hein. Après, c'est en fonction de votre contexte à vous aussi, pour pouvoir itérer. Parce que, notamment en SEO, ce qu'on aime bien faire, c'est
tester, itérer, craquer un petit peu les algorithmes pour voir qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Aujourd'hui, on le voit avec le GIO, hein. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on teste, qu'on essaye. Par exemple, voilà, si je vous donne un petit tip au passage, peut-être tester vos pages transformer vos pages HTML en Markdown pour les bots IA. Ça peut être quelque chose qui se teste de manière grandeur nature pour voir un petit peu les résultats. Et voilà, l'Amérique. Je te remercie Romain. Et puis est-ce que on a évoqué du coup toute la partie d'avant, d'automatisation, on a vu un peu la mise en ligne, avec notamment les blocages effectivement qu'on peut voir sur les sites web, parce que des fois c'est vrai qu'on est en SEO, on veut mettre des choses en place. Côté IT, bah, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de ressources. Et donc oui, avoir des solutions un peu de ce type-là, ça nous permet de pouvoir faire plus de tests, tester rapidement, et puis peut-être faire passer côté IT les vraies tâches uniquement qui ont fonctionné, où on est sûr que ça a apporté ses fruits. Et donc j'aimerais un peu voir aussi ta vision, Valentin, sur cette partie-là, voir un peu ce que tu en penses, si tu as des choses à ajouter par rapport à ce qu'on s'est dit auparavant, et puis après voir aussi bah, tout ce qui change finalement avec l'arrivée de l'IA dans ce milieu. Oui, bah, pour rebondir sur ce qui a été dit, forcément, il y a des changements. C'est peut-être le plus gros changement qu'on connaît sur le search depuis 10-15 ans avec le changement, les derniers changements, c'était il y a une dizaine d'années de Google. Mais forcément, tout le monde s'adapte et le métier, au final, ne change pas tant que ça. C'est les méthodes de travail qui vont changer. On vient rajouter des briques. On entend trop souvent le SEO est mort. C'est pas vrai et il est loin d'être mort. C'est plutôt une nouvelle brique qu'on vient ajouter à ça. Alors, il y aura des nouvelles méthodes de travail, des nouveaux calculs qui vont être faits, des nouveaux tests aussi, parce que finalement, comme dans le SEO, on teste tout le temps. Dès qu'on a une mise à jour Google tous les 6 mois ou 8 mois, et ben derrière, il y a des gens qui font des tests pour voir ce qui marche ou ce qui marche pas. Et pour le Géo, c'est le même. C'est la même chose. Et c'est sûr que nous, en tant qu'outil d'analyse, historiquement sur du SEO, ben on s'adapte et on essaye de proposer de toute façon ce que nos clients veulent, hein. Nous, on essaye de s'adapter tout le temps au marché. On a commencé il y a 17 ans avec du SEO pur. On est passé avec les réseaux sociaux, avec les analyses de marché web, avec l'internationalisation. Donc forcément, il y a du changement qui arrive. Mais on le voit que finalement, c'est juste une nouvelle brique qu'on vient ajouter sur ce qui est déjà fait sur le SEO. Et finalement, le SEO et le Géo sont très proches. Je fais souvent le lien entre le netlinking et les citations. Bah, dans le SEO, on va essayer d'aller chercher des backlinks sur certains sites qui font autorité. Et bah, pour être aussi mieux référencé en tout cas mieux cité sur les LLM aujourd'hui, bah, on va essayer d'avoir des citations, de plus en plus de citations sur des sites qui font autorité. Donc finalement, on se retrouve ici très, très proche sur les deux. Donc le métier évolue, mais les tâches quotidiennes finalement restent les mêmes. Et pour compléter un petit peu sur le côté humain, moi, alors c'est pas du tout même des études universitaires, mais c'est les retours clients et combien de clients j'ai. Alors nous, on se veut pas faire du consulting, mais on en fait indirectement, qui me disent ah ben j'ai travaillé avec ChatGPT, avec des outils intégrés à SEMrush de création de contenu, peu importe, qui ont mis 2 phrases dans leur prompt et qui finalement ne ressortent pas après 6 mois, bah oui, forcément. Et on se tue à leur dire que le côté humain, personne mieux que quelqu'un qui est imprégné d'une marque ou d'un produit peut en parler. Donc c'est là tout l'enjeu. C'est oui, certes, être cité, mais il faut que le contenu reste de qualité. Il faut que le site qui soit cité ou son propre site, parce que son propre site ne suffit plus aujourd'hui, ait une forte autorité sur le sujet. Donc c'est tout ça, mais le côté humain est quand même primordial et c'est pour ça que les métiers changent, mais bon, les marketeurs ne vont pas disparaître. Alors, tu m'avais partagé une slide, juste la slide d'avant, si tu peux revenir derrière, Quentin, où on avait parlé, on parle de sentiments, on parle d'hallucinations. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des outils pour pouvoir traquer ça ou pour faire évoluer? Il y a des outils sur le marché, il y en a plusieurs. Donc, il y a SEMrush. Nous, on a lancé du coup une nouvelle plateforme qui s'appelle AIO, qui est vraiment l'idée de. On a essayé de dupliquer ce qu'on fait sur le SEO depuis des années sur la partie AI et LLM. Et oui, l'idée, ça va être de dire, bon, on le voit sur la slide, hein, finalement, il n'y a qu'une petite partie qui va être intégré dans les deux cercles, mais il y a aussi ce côté sentiment. Quel est le sentiment des utilisateurs et des LLM autour de notre marque? Parce que être cité, c'est bien, c'est déjà bien, c'est comme être référencé sur un mot-clé, mais être bien cité et favorablement, c'est mieux. Donc nous, c'est là où nos outils se complètent. Donc il y a toute la partie analyse de la concurrence, recherche de prompt,
sur quel prompt j'apparais, où est-ce que je n'apparais pas par rapport à mes concurrents. Finalement, c'est la même chose qu'avec le SEO, hein. Quels sont les keywords sur lesquels j'apparais et je n'apparais pas par rapport à mes concurrents. Et aussi toutes les sources qui vont être citées. Et c'est là où on va aller pouvoir analyser ces sources, soit pour essayer d'y être, mais aussi pour contrôler le message qui est véhiculé par ces sources. Parce que vu que notre site n'est plus la seule source, on va avoir aussi des sources qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne maîtrise pas du moins. Donc il va falloir bien faire attention à analyser le message qui est véhiculé et pouvoir bien faire passer le message, les valeurs de l'entreprise, ou que ce qu'on dise tout simplement sur nous soit correct. Donc c'est là où notre outil intervient, mais toujours avec cette brique SEO, parce qu'on essaye de faire la corrélation toujours entre les deux, la partie LLM, la partie Google et autres moteurs de recherche, pour pouvoir avoir des synergies et être à la fois bien référencé sur les deux. Parce que finalement, quand on aura le parcours d'achat globalement d'un utilisateur, oui, il a changé, et puis il est différent en fonction des générations. On en a parlé juste avant, il y a les réseaux sociaux qui interviennent, mais aujourd'hui, les LLM aussi interviennent pour venir soit débuter une recherche, soit pour valider quelque chose qu'on doit trouver autre part. Mais le problème, c'est comment on arrive à capter l'acheteur, l'utilisateur, peu importe, sur tout son parcours d'achat. Parce qu'il va passer par Google, il va passer par les réseaux sociaux, il va repasser par les LLM. Et finalement, l'idée, c'est de pouvoir le suivre tout au long et de pouvoir répondre à son besoin à chaque fois. Donc c'est pour ça que on essaye d'avoir toutes ces synergies. On en a parlé des réseaux sociaux juste avant, mais c'est la même chose. Parce que finalement, il y a beaucoup d'utilisateurs qui arrivent des réseaux sociaux. Donc voilà, comment on le capte et comment on arrive à le suivre sur tout le long pour finalement une marque puisse faire son business derrière, hein. C'est toujours la finalité. Mais l'idée, c'est de le suivre sur l'ensemble du parcours. Je te remercie. On peut passer à la slide suivante. Donc pareil, c'est encore une fois une slide que tu m'avais partagée, effectivement. Donc je me suis dit qu'il y avait beaucoup d'éléments. Donc avant, pour suivre, savoir si un site performait ou pas, en fait, on n'avait pas besoin d'avoir beaucoup d'outils. C'était assez rapide, on avait un crawler qui tournait, on regardait les performances, les clics, et puis on était capable de dire, ok, ça fonctionne, on est visible, on convertit, etc. Aujourd'hui, avec l'ensemble de ces outils qui sortent, l'évolution avec l'IA qui arrive, on commence à se poser plein de questions. Encore une fois, si je reviens sur ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est je suis visible, c'est une bonne chose, on parle de moi, c'est une bonne chose, mais est-ce qu'on parle de moi en bien? Donc, encore une fois, il y a de plus en plus d'outils qui commencent à sortir. Et la question que je me posais, c'est est-ce qu'on doit suivre ces outils en fait? Est-ce qu'on doit déjà faire confiance à ces outils? Première question. Deuxième question, est-ce que ces outils, donc qui vont dépendre bien évidemment des résultats des LLM, des prompts, etc., est-ce que ça risque d'évoluer? Est-ce que ça change sur une même journée en fonction de l'utilisateur? Comment ces outils s'adaptent finalement à ces différents modèles qui voient une évolution, qui dépendent d'un contexte, etc. Alors oui, je pense que bon, je vais aussi être du côté de ma paroisse. Oui, forcément, il faut essayer de s'aider de ces outils, mais c'est une aide. Il faut toujours prendre du recul. On parle du sentiment des utilisateurs. Alors, on classe plutôt en favorable, neutre et défavorable, même si sur les LLM, il y a assez peu de défavorables aujourd'hui. L'idée, c'est dans le neutre, ok, prendre du recul. Est-ce que ce sujet, j'ai envie de le travailler? Est-ce que ça vaut le coup? Mais voilà, il faut quand même avoir une base d'études, une base de données forcément qui est fiable. Il y a un problème avec les LLM, c'est aussi que si on fait tous la même recherche avec ChatGPT, Perplexity, peu importe, on n'aura jamais le même résultat de recherche parce qu'il y a tout de l'historique. Donc nous, comment on travaille? On travaille en API justement pour essayer de ne pas avoir cet historique qui va influencer la réponse. Mais il y a quand même un sujet de volatilité sur les LLM. Déjà que sur les SEO, on a de la volatilité sur les mots-clés. Sur les LLM, c'est encore plus fort et plus présent. Donc il va falloir quand même le suivre au quotidien, mais toujours en prenant du recul et de savoir qu'est-ce qui est bien pour ma marque, pour mon produit, peu importe. Donc il y a tous ces outils-là, mais ça va continuer à évoluer. Le SEO a évolué énormément en 10 ans, il continue à évoluer, il continuera à évoluer aussi. Donc forcément, l'IA et les LLM qui sont plutôt nouveaux, même si ça fait que maintenant quelques années, en tout cas dans le grand public, c'est plutôt nouveau, et ben nous aussi, on apprend tous les jours et on s'adapte. On va avoir des nouveaux outils qui vont arriver parce que déjà aux US sur ChatGPT, on a la possibilité d'acheter, on a du produit, donc tout ça va évoluer et les outils SEMrush ou les autres vont tous évoluer et s'adapter au fur et à mesure. J'ai une petite question justement. Est-ce que vous avez commencé à imaginer le futur des KPI justement relatives au LLM? Je sais qu'OnCrawl avait fait une conférence à Brighton où
il commençait à mixer un petit peu le taux de crawl des bots AI, enfin, le nombre de hits des bots AI, avec les citations, et à la fin d'aller voir vraiment l'acte d'achat, si ça avait une influence ou pas. Est-ce que ça, vous réfléchissez vous aussi dans vos outils à ce type Oui, de KPI? bien sûr, parce que finalement, ben, quand on vend un outil, derrière, les entreprises ont aussi besoin d'avoir des retours sur investissement, donc on a besoin de leur donner ça. Mais c'est des choses qui sont aujourd'hui très dures à traquer. On commence à pouvoir traquer le trafic provenant d'une LLM vers un site, mais pour arriver jusqu'à l'acte d'achat, aujourd'hui, l'outil SEMrush tout seul ne peut pas le faire. Bien entendu, ça fait partie de nos objectifs de se développer parce que nos clients nous le demandent. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il y a d'autres outils qui le font et dans lesquels il faudra du coup encore s'outiller. Donc, ça fait une multitude d'outils, ça je suis d'accord. Mais on essaye justement de tendre vers ça parce que bah, le ROI va être important aussi pour nos clients. Mais le trafic est déjà très dur à traquer provenant des LLM parce que il est calculé par rapport à l'URL de base de la recherche. Donc si on utilise une même conversation et on parle de 15 sujets différents, ce qui n'est pas la bonne pratique, mais finalement bah, la source de trafic ne sera pas bien calculée. Donc pour arriver jusqu'à l'acte d'achat, c'est encore mais bien entendu, c'est l'objectif. Alors moi j'aurais une question, alors, je sais pas qui aura la réponse, mais aujourd'hui on commence avec l'IA, les LLM, etc. Donc on voit qu'on commence à perdre de la data, donc beaucoup moins d'informations sur son propre site. Et la question que je posais, c'est finalement, on a aussi l'habitude de se comparer. Donc quand on a du mal à savoir déjà ce qu'on fait, à calculer notre visibilité, etc., comment est-ce qu'on a des solutions à court terme pour pouvoir se comparer à nos concurrents? Alors, moi, j'ai pas la réponse exacte, mais par contre, on voit que, en gros, ce qu'on appelle les fan-out quand on fait une recherche sur ChatGPT, ou un autre, hein, Google AI Overview qui n'est pas encore en France, mais c'est le même principe. Euh, En gros, on commence à voir à partir de ces requêtes-là qui va répondre à ces questions-là. Et globalement, le débat que je vois beaucoup autour de tout ça dans la communauté SEO, c'est quand finalement ChatGPT va nous mettre à disposition une Search Console made in ChatGPT. Et ça, finalement, ça va nous permettre de commencer à avoir de la vraie data depuis les LLM. Et eux, ils vont le faire à un moment précis, hein. C'est quand ils vont commencer à commercialiser leur plateforme pour gagner de l'argent. Parce que, bon, ils vont faire de la pub, hein. Au bout d'un moment, Sam Altman, c'est pas l'armée du salut. Il a besoin aussi de donner de l'argent à ses investisseurs. Et quand ils vont le faire, ils vont devoir mettre à disposition cette data pour les gens qui vont acheter de la pub, hein, finalement, comme Google l'a fait à son époque. Et à partir de là, je pense qu'on va pouvoir commencer à se comparer justement entre sites, quoi, tout simplement. Et aussi, c'était ce que Mathieu disait dans sa conférence plénière. Avant, on était focalisé sur Google. Maintenant, c'est beaucoup plus éclaté. Et en fait, concrètement, le web est en train de mourir. Tout va être intermédié par des applis, les réseaux sociaux, TikTok, etc. Donc finalement, il va falloir faire de la rétro-ingénierie sur plusieurs applications en parallèle. Donc, dans le cas du JO, va falloir faire du benchmark avec des calls d'API en essayant de changer les prompts à chaque fois, de regarder, de comparer ce qui ressort d'un moteur de recherche, de faire des comparaisons entre les classements, de comprendre pourquoi est-ce que ce site web a apparu en premier. Est-ce que c'est dans ce site web, après on va essayer de retourner le code HTML ou le format Markdown, etc. Et donc ça demande une charge mentale assez énorme parce que tout est éclaté, la rétro-ingénierie va être différente d'une plateforme à une autre, etc. Mais c'est un gros enjeu, c'est un gros bac à sable. Mais par contre, il va falloir être armé d'un point de vue techno pour ça. Justement, c'est là, moi, où je trouve ça assez drôle, hein, ce qu'on est en train de vivre. C'est que finalement, ces nouveaux moteurs, voilà, ils nous donnent du travail en plus, entre guillemets, enfin, des nouveaux challenges et tout. Mais il arrive aussi avec une nouvelle technologie. Cette nouvelle technologie, c'est l'IA. Mathieu le disait tout à l'heure, il a fait avec Lovable un petit jeu concours pour jouer. Finalement, on a des outils aujourd'hui qui nous permettent quand même d'aller beaucoup plus vite, de faire beaucoup plus de choses, d'automatiser, de processiser, etc. Et c'est finalement la manière dont on va se les approprier, nous, à mon avis, qui va faire qu'on sera plus ou moins efficace et qu'on arrivera à prendre une longueur d'avance sur des concurrents qu'on a dans notre secteur, quoi. Alors juste pour revenir sur le QA fan-out que tu évoquais tout à l'heure, Romain, pour imaginer un peu imaginer un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc aujourd'hui, effectivement, donc chacun tape ses prompts différemment et donc on ne va pas forcément avoir le même réflexe, on ne va pas forcément mettre les mêmes requêtes, mais les mêmes phrases
dans ces outils-là, dans ces LLM. Donc l'objectif ici, c'est surtout de pouvoir comprendre un peu le fonctionnement. C'est-à-dire que quand on va taper un prompt, le fonctionnement derrière, c'est que l'outil en question, en fait, aille requêter plusieurs requêtes liées. Donc là, si je reprends l'exemple, donc quelle est la meilleure banque pour un compte joint, l'outil, en fait, va aller taper à notre place dans Google ou dans d'autres... je perds mes mots. Dans d'autres moteurs de recherche, donc il va taper comparatif, sans frais, etc. Et puis finalement, en fait, il va faire ce travail à notre place. Et donc aujourd'hui, côté SEO, c'est un peu le seul moyen qu'on a pour pouvoir savoir de manière neutre si on est visible ou pas sans contexte. Donc on peut partir du principe que si on est bon sur ces 3 requêtes en dessous d'un point de vue SEO, on peut se dire, ok, bah, côté LLM, j'aurai plus de chances à remonter. Donc c'est un peu la manière dont on fait le lien. Et encore une fois, donc on est dans un monde aujourd'hui où on n'a pas encore beaucoup d'informations. Comme tu disais tout à l'heure, côté ChatGPT ou autre, il y aura forcément, dès que le SIA rentrera dans le jeu de manière plus agressive, on aura forcément accès à plus de data, parce que les gens vont devoir enchérir, et donc vont vouloir savoir sur quoi ils ont enchéri. C'est un peu le départ de la Search Console. Si on a autant de données aujourd'hui à travers une Search Console, c'est justement parce qu'on avait besoin d'avoir ces data pour savoir où investir. Et donc j'ai envie de dire, c'est peut-être le début encore. On navigue un peu à l'aveugle encore pour l'instant. Mais peut-être que dans les prochains mois, j'ai envie de dire les prochains mois, pour pas dire plus loin, mais peut-être voilà, qu'on aura accès à toute une data et donc on serait peut-être capable de mieux mesurer. Mais aujourd'hui, je te laisse me confirmer aussi, peut-être côté Samoche aussi, alors je sais que vous êtes à fond dedans. Clairement, dès que ChatGPT et consorts vont commencer à monétiser, parce qu'avec leurs $20 d'abonnement par mois, ils vont pas être très rentables. Clairement, là, il y aura beaucoup plus de data. Mais pour répondre sur l'élément de comparaison, aujourd'hui, où on peut se comparer, c'est est-ce que j'apparais sur un prompt alors que mon concurrent apparaît? Ou l'inversement, sur quel prompt moi j'apparais et pas mes concurrents. Donc, c'est les éléments de comparaison qu'on a aujourd'hui, le taux de favorabilité, et on a quand même un score que nous, on appelle le score de visibilité AI, finalement, qui reprend un petit peu le côté technique. Est-ce que mon site est bien monté pour justement être scrollé correctement par LLM? Mais ce qu'on dit à nos clients toujours, c'est déjà, si vous êtes bon SEO, il y a quand même plus de chances que vous soyez cité. Après, si vous êtes nul, entre guillemets, ou en tout cas vous êtes très mal ranké en SEO, il y aura assez peu de chances d'être bien référencé sur les LLM. Il faut aussi se rappeler que les LLM n'ont aucune intentionnalité, ne savent pas ranker eux-mêmes, ils savent pas ce que c'est que l'idée de classement, qu'un LLM, c'est pas un moteur de recherche. En fait, ça se base sur du RAG, donc du Retrieval Augmented Generation. En gros, il va transformer les pages web en espaces vectorisés, ce qu'on appelle des emdings, et à partir de ces emdings-là, qui va se servir comme base de connaissances externes, il va essayer de récupérer des informations. Mais ces informations-là, elles ne sont pas hiérarchisées par défaut. L'enjeu, ça va être de retourner sur comment est-ce que ma page se traduit en emding. À quel modèle d'emding? Par exemple, des modèles d'emding gratuits open source, il y en a plus de 6000. Donc ça demande vraiment d'avoir un benchmark assez large et finalement de comprendre comment est-ce que, par exemple, avec une distance de similarité du cosinus, comment est-ce que c'est plutôt telle information qui a été récupérée. En fait, qu'est-ce qui implicitement permet la hiérarchisation dans la output du LLM? Parce que c'est pas une hiérarchisation intentionnelle. Donc voilà, c'est ce genre de toujours rétro-ingénierie, mais vraiment aller au plus près de comment la machine comprend. La machine comprend des points dans un espace et juste des distances de points dans un espace. Je te remercie. Et puis une dernière question avant de clôturer ici et de passer ensuite aux questions. Alors c'est une question vraiment ouverte concernant, du coup on a cité plein d'outils, on a vu plein de types d'utilisation. Et donc j'aimerais savoir un peu au quotidien pourquoi vous utilisez enfin quel est l'outil que vous utilisez le plus sur cette partie-là. Moi, historiquement, je suis un consommateur et utilisateur de ChatGPT, mais vivant en Espagne, on a déjà accès, nous, à Google AI Overview. Et je dois avouer que, du coup, je change pas mal ma façon de voir parce que je n'ai plus besoin d'aller sur une plateforme faire ma recherche. Je le fais sur Google et j'ai à la fois mes résultats organiques et payants de classiques, mais j'ai aussi l'aspect LLM. Donc, je suis un petit peu en train de changer, mais quand même, ChatGPT. Après, je pense que chaque LLM, chaque support a ses particularités et est meilleur dans certains points. Sur la création de contenu, nous, d'après nos études qu'on fait, on a plutôt du Claude. Pour des tâches, on va plutôt être sur du ChatGPT. Et pour tout ce qui va être recherche de fond, on utilise plutôt Gemini. Donc voilà. Mais c'est vrai que le fait d'avoir Google AI Overview change quand même ma façon de voir. Et je pense que quand ça va arriver en France, ça changera aussi la façon de travailler de pas mal de monde.
Moi, d'un point de vue technique, marketing digital, je suis sur des modèles gratuits open source, donc Llama de Meta, Fai de Microsoft, Gemma de Google, etc., etc. Et même à titre personnel, quand je dois utiliser une IA générative façon chatbot, ben, c'est mon GPT OSS en local, avec une interface LM Studio, hein, et j'ai mon GPT OSS 20 milliards de paramètres, qui est équivalent d'un GPT-4, qui tourne sur mon laptop. Bon, j'ai un joli laptop, il coûte 4500 €, j'ai une Nvidia RTX, mais j'ai du 30 tokens secondes, et ça fait ce que j'ai envie de faire. Parce que aussi, je suis chercheur en IA et vie privée. Donc tout ce qui est confidentialité, sécurité des informations m'intéresse particulièrement. Donc je suis aussi un promoteur du LLM en local. C'est encore très dur de passer. Moi, j'étais un fanboy, hein, je vais le dire honnêtement, d'OpenAI quand il est sorti. Enfin, tout ce qui a permis de populariser finalement l'IA pour les gens comme moi, parce que moi, je connaissais pas avant l'IA. Je vais pas vous raconter des blagues. GPT-2, tout ça, c'était pas dans mes radars. Mais par contre, quand c'est sorti, j'ai embrassé OpenAI. Et là, je suis en train de faire un move vers les outils de Google. Parce que finalement, c'est plutôt pas mal. Enfin, tout ce qui sort là, Anti-Gravity pour le dev, tout ce que Deep Search, moi aussi, je suis assez plutôt pour Gemini. D'ailleurs, c'est leur métier de base, donc c'est pas étonnant qu'il soit bon. Tout ce qui est Notebook LM aussi, c'est dans l'univers de Google, c'est assez puissant. Et je trouve que finalement, c'était assez drôle, hein, l'histoire, comment ça s'est déroulé. Google a laissé un peu l'espace libre à OpenAI. Ils ont fait un petit peu la promo de tout ça. Et là, finalement, ils ont un peu sifflé la fin de la récré et ils sont en train de reprendre le lead partout parce que eux, ils ont notamment Google Doc, Google Sheet, Google Slide, enfin, tout leur écosystème finalement d'outils qui vendent de partout et ils mettent l'usage à l'intérieur. Alors autant au début, c'était une catastrophe, hein, franchement, on avait des petits chatbots là à côté de Google Sheet et tout, ça faisait pas grand-chose. Mais autant là maintenant, ça commence à cranter plutôt pas mal. Et du coup, d'avoir un écosystème quand même bien connecté ensemble, c'est plutôt chouette, quoi. Donc je dirais que maintenant, c'est plutôt Google. Alors je vous remercie, si on peut passer juste à la dernière slide. Donc c'est juste pour vous montrer un peu une idée en fait de tout ce qu'on peut faire avec de l'IA aujourd'hui et ce qu'on fait au quotidien nous d'un point de vue search côté SEO. Donc ça peut aller des briefs à de l'optimisation, du forecast, du recettage, créer des FAQ, etc. Donc on est vraiment dans un monde où on peut s'appuyer sur l'IA, encore une fois à condition de le bien paramétrer, d'être au début et à la fin. Donc ne pas le laisser faire tout seul bien sûr. Mais une fois qu'on est capable de mesurer, de contrôler en fait ce qui est fait, ce qui est dit, on est vraiment dans un monde maintenant où on peut voir finalement ces IA comme des assistants internes proches de chez nous. Après, c'est vrai que la question peut se poser de la vie privée. Donc on entend beaucoup qu'avec la version professionnelle, on parle d'une vie privée. Alors, je ne mettrai pas ma main à couper. J'ai un gros doute. Donc je ne sais pas si, peut-être que Julien, tu as des retours de la Suède? Non, c'est pas la Suède. Les recherches, les chercheurs étaient d'Autriche. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc, même sur ChatGPT, quand vous cochez la case « Ah, je ne veux pas que ça entraîne un LLM sur mes données », en fait, vos données, elles sont déjà open bar, elles sont déjà en ligne, peu importe. Donc, les plus grosses boîtes commencent à développer en interne. LVMH, ils vont pas empêcher ses employés d'utiliser un LLM, mais ils ont un LLM en local, etc. etc. Dites-vous que juste ce qui s'appelle la fenêtre contextuelle, c'est-à-dire entre guillemets la mémoire actuelle qu'a un LLM, quand ChatGPT était sorti, ChatGPT ne pouvait comprendre dans son ensemble de considérations que 4000 mots, ou 4000 tokens pour être précis. Vous lui demandiez de synthétiser un PDF de 5000 pages, enfin de 5000 mots, il en était absolument incapable. Et donc cette fenêtre contextuelle-là, Copilot a fait les frais d'une fuite énorme de données parce que c'est pas du tout sécurisé cet espace-là. Donc peut-être qu'une fois que c'est sur les serveurs, etc., niveau sécurité, ils sont bons, mais Microsoft s'est fait hacker ces fenêtres contextuelles, donc la partie dynamique de la mémoire. Et c'était une faille 0 day. Donc voilà. De ton côté, Romain, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Non, là-dessus. Pas après Julien, c'est ça? Super. Alors je vous laisse la parole. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ces outils, à l'utilisation? Bonjour, Eugène. Moi, j'ai une question plutôt sur... Vous en avez très très vite fait parler de l'arrivée des agents qui vont faire des actions à la place des utilisateurs. Peut-être plutôt toi, Valentin, côté SEMrush. Est-ce que ça... J'imagine que ça sera plus facilement
traquable ce que fait un agent. Et donc, on va pouvoir rétro-engineer un peu plus pour adapter la visibilité. Est-ce que vous creusez déjà ce sujet qui est tout petit encore aujourd'hui, mais qui va peut-être être gros demain? Alors, ça sera toujours compliqué à traquer, mais oui, c'est un sujet qu'on traque. Mais pour être honnête, aujourd'hui, c'est pas notre focus. Aujourd'hui, est plutôt de traquer le trafic, justement, les taux de conversion, plutôt que les agents eux-mêmes. Lorsqu'ils vont prendre de la place, bah, nous aussi, ça prendra plus de place chez nous. Mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est encore assez faible. Aussi sur l'IA agentique, on y est déjà depuis très longtemps, hein. Quand on fait du RAG, avec ChatGPT, en fait, il y a des agents derrière, hein, qui vont aller chercher l'info. Ensuite, il y aura un autre agent qui va structurer, et cetera. Pour avoir une IA vraiment agentique, il faut que, bah, tout comme j'ai montré que, pour qu'un LLM soit pertinent, il faut le fine-tuner. En fait, un agent, c'est une IA qui va être modifiée par elle-même au cours du temps. Et ça, d'un point de vue business, c'est compliqué parce qu'on va laisser une part d'incertitude dans la machine et on va laisser du contrôle, on va déléguer du pouvoir. Donc ça va être intéressant, la vraie IA agentique. J'ai pas de réponse là-dessus, mais ça promet de belles choses ou de belles peurs. Je voudrais juste faire un petit complément parce que c'est assez marrant là sur la bataille de l'agentique. Je ne sais pas si vous avez vu Amazon et Perplexity. En gros, Amazon qui reproche à Perplexity via son navigateur d'acheter automatiquement en fait ses produits sur Amazon, qui lui fait perdre du business, hein, parce que eux, ils ont des petits encarts de partout quand vous achetez sur Amazon. En tant qu'humain, hein, vous avez plein de rebonds pour acheter encore plus de choses. Et ça montre quand même qu'il va y avoir des grosses batailles entre les gros acteurs. Et ça va être intéressant à suivre et de voir qui va empocher la mise, hein, d'une certaine manière. Parce que au bout d'un moment, il va y avoir un rapprochement, hein, de tous ces écosystèmes. Il y a des gagnants, il va y avoir des perdants. Et bah, va falloir parier sur les bons acteurs, hein, je pense. Ça va être un des gros enjeux pour bah, tous ceux qui font du pay, ce genre de choses, de suivre ça de près, quoi. J'avais juste une question. Est-ce que vous avez des infos ou comment on s'en sort, nous, en France, avec Mistral? Parce qu'on parle beaucoup de OpenAI, de ça, donc c'est côté Amérique, mais Mistral dans tout ça, qu'est-ce que ça donne? Je sais pas si vous avez des infos ou où ils en sont. Non, peut-être pas, hein. En SEO ou en général? En général, justement, sur leur performance et tout ça. Bah, quand on regarde l'équivalent de Mistral en Allemagne, ils se sont barrés à San Francisco. Quand on regarde qui finance Mistral, c'est beaucoup Microsoft. Quand on regarde où sont hébergées les données Mistral, c'est quand même, il y a des serveurs aux États-Unis. Mistral, dans l'enseignement supérieur et la recherche, il y a l'Alliance Mistral. Sauf qu'en fait, les serveurs Mistral ne sont pas labellisés Secnum Cloud aux normes de l'ANSI. Donc en fait, c'est pas chiffré non plus. Et ben on peut clôturer sinon aussi la table. Un grand merci. Merci.